nouveau. Boni, vous avez 20 minutes avec Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. L'élément qui vient de passer tout à l'heure nous l'a montré, les moyens techniques pour l'application du système LMD ne sont pas définitivement réunis. Monsieur le ministre, finalement, est-ce que vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs? Bon, je ne sais pas si les moyens techniques ne sont pas réunis. Les moyens techniques ne seront jamais réunis totalement. Même dans des pays qui sont très avancés, qui ont une longue tradition de LMD, dans ces pays-là, on continue donc de s'équiper. Pour notre part, le gouvernement a consenti un effort quand même considérable. Ce sont 2400 ordinateurs qui ont été donc acquis et qui sont distribués aux différentes universités, 2000 imprimantes, j'ai pris là comme ça, pêle-mêle, 42 risographes, mais au-delà de ça, c'est le RITEUR. Le RITEUR, c'est un ensemble d'équipements et de services. Le RITEUR, c'est-à-dire le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. Ce RITEUR va donc permettre à notre réforme LMD de prendre son envol. Toute réforme a ses moments de balbutiement. C'est ainsi. Dans les pays qui l'ont expérimenté avant nous, c'est 1 an, 2 ans, voire 3 ans de balbutiement. Nous ne sommes, nous, qu'à la première année. Il ne faut pas que nous jetions le bébé avec l'eau du bain. Nous avons ce qu'il faut. Si vous allez à l'IRMA, vous allez voir que nous avons notre data center, c'est-à-dire le centre névralgique donc de tous ces dispositifs. D'abord, ce sont les 3 universités, Félix Houphouët-Boigny, Nangui Abrougua et Alassane Ouattara, qui ont été interconnectées. D'abord, chacune a son intranet local et ensuite, ces intranets locaux sont interconnectés entre eux pour que nous puissions tirer le meilleur profit donc, du système LMD à partir donc, du RITEUR. Donc, nous n'avons pas mis, comme vous dites... Monsieur le ministre, pourquoi certains enseignants tardent-ils à intégrer ce nouveau système-là qui, pourtant, est une directive de l'UEMOA et l'information a été donnée depuis 2009. Oui. Il y a eu quand même des formations. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais là aussi, nous ne désespérons pas. Vous parlez de 2009, mais en réalité, c'est depuis 2005. C'est depuis 2005, en réalité, que les universités africaines, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, organisées dans ce qu'on appelle le RESAO, le réseau de l'excellence, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Ce sont donc des universités de l'Afrique de l'Ouest qui se sont mises ensemble depuis 2005 pour aller vers cette réforme. Ces universités ont ensuite bénéficié, j'allais dire, des encouragements donc de l'UEMOA à travers une directive qui a été prise par cette organisation, laquelle directive a enjoint aux différents États membres d'aller à la mise en œuvre du LMD au plus tard à l'horizon décembre 2009. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons, après un séminaire que nous avons organisé le 26 et 27 juillet 2007 à Grand Bassam, pris un décret, c'est le décret du 30 avril 2009, pour mettre en œuvre dans notre ordonnancement juridique donc, la réforme LMD. Depuis 2007, je dis bien depuis 2007, pas depuis 2009, depuis 2007, c'est-à-dire depuis le séminaire du Grand Bassam, en passant par 2009, c'est-à-dire la prise du décret de 2009, jusqu'à la rentrée, nous n'avons fait que, premièrement, la sensibilisation, la formation. La sensibilisation pour que
tous les acteurs comprennent de quoi il s'agit. Les acteurs, ce sont les enseignants, ce sont les étudiants, c'est également le personnel administratif et technique, c'est les présidences des universités, mais c'est aussi et surtout les parents d'étudiants. Il faut que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Ensuite, nous avons formé, et la formation continue sur le terrain. Former les étudiants, former les enseignants, former le personnel administratif et technique, former l'administration, parce que le LMD, c'est enseigner autrement, c'est apprendre autrement. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, nous constatons comme s'il y avait une espèce de résistance, probablement parce que tout changement a ses mélancolies, ses parts de résistance, mais on espère que ces résistances seront surmontées et que l'année prochaine, le pli va être pris et que tout le monde, y compris ceux qui sont aujourd'hui des farouches adversaires du LMD, tout le monde va donc s'y mettre parce que malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix, j'insiste là-dessus, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Monsieur le ministre, nous n'avons pas d'autre choix, certes c'est vrai, mais cette année académique s'est ouverte après 2 années d'interruption des universités. Est-ce qu'on ne pouvait pas nous tolérer au moins de nous préparer pour effectuer une rentrée normale avant éventuellement d'engager ce changement qui semble quand même quelque peu brusque? Non, le changement n'est pas brusque. Et puis, il ne faut pas non plus dramatiser, j'allais dire, la situation. J'ai dit tout à l'heure que le LMD, c'est enseigner autrement, c'est apprendre autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes cours de mathématiques que vous preniez, les mêmes cours de physique que vous preniez, les mêmes cours de droit que vous preniez, ce sont les mêmes cours que vous allez prendre. Certainement qu'on va les saucissonner d'une certaine manière, on va les formater ou bien les calibrer d'une certaine manière, mais la manière d'enseigner ne sera plus la même. La manière d'apprendre ne sera plus la même. Alors, est-ce que juste parce qu'on doit enseigner d'une autre manière ou bien apprendre d'une autre manière, on devrait attendre l'année prochaine? Je crois qu'il n'y a pas de raison particulière. Si on changeait totalement, donc, disons si on changeait totalement, alors en ce moment peut-être qu'on aurait eu des raisons d'attendre. Mais là, c'est seulement la façon d'enseigner et la façon d'apprendre. Aujourd'hui, à mi-chemin de l'année académique, est-ce que vous avez fait une évaluation et qu'est-ce que cette évaluation éventuellement vous retourne comme, j'allais dire, résultat? Nous attendons que les premiers responsables des universités nous fassent donc les remontées d'informations à ce niveau. Avec ce système, quel est le découpage normal d'une année académique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, monsieur le ministre? Le découpage d'une année académique, c'est 2 semestres. C'est premier semestre, deuxième semestre, mais avec j'allais dire, ce point important, c'est que lorsque vous avez validé tous vos crédits d'un semestre, tous ces crédits, vous les avez validés à vie. Vous pouvez aller vous promener au Canada et puis revenir, vous inscrire pour faire le deuxième semestre. Et le semestre, ça commence quand? L'année, ça commence dans quel mois? Ça se termine dans quel mois? On sait qu'auparavant, les années universitaires commençaient en octobre et à partir de fin juin, juillet, c'est fini. Mais ça, cela relève donc, je crois, de la compétence des autorités universitaires qui disent, bon, nous commençons notre année tel mois, compte tenu des examens de l'année précédente, nous commençons tel mois pour finir tel mois. L'essentiel est que on fasse les enseignements, on fasse le volume d'enseignement qu'il faut, le volume horaire qu'il faut. N'empêche, on constate qu'au sein de la même université, il y a plusieurs entrées à la fois. On constate par exemple que dans tel UFR, on est en fin d'année, tandis que dans une autre UFR, c'est maintenant qu'on commence la rentrée. Qu'est-ce qui explique je ne sais pas si vous parlez du passé ou bien si nous parlons du présent. Du présent, monsieur le ministre. Ah, nous parlons du présent? Oui. Non, du présent, je ne crois pas que si c'est le présent,
Je ne crois pas que nous soyons en année N-1 à la fac de sciences éco et en année +1, N+1 et à la fac de droit. Non, les années commencent en même temps. C'est vrai que les enseignements ne vont pas certainement à la même vitesse, mais forcément, on ne peut pas être à cheval entre 2 années dans la même université, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il est possible de nous dire aujourd'hui le cursus normal d'un étudiant avec ce nouveau système? C'est-à-dire? Quel est le cursus normal? Avant, on pouvait parler d'un étudiant qui a un parapluie atomique à partir de la licence. Maintenant, avec le système LMD, quel est le cursus normal des étudiants? Désormais, voilà comment les choses vont se passer. On a le premier niveau qui est le L, c'est-à-dire la licence. Dans ce niveau-là, il n'y a plus tous les niveaux intermédiaires qu'il y avait avant, c'est-à-dire le diplôme d'études générales universitaires première année, diplôme d'études universitaires générales de deuxième année. Il n'y a plus tout ça. C'est le L. Ensuite, on a le M, master. Et puis enfin, il y a le D, le doctorat. Alors, chaque niveau, c'est 2 semestres. Vous devez valider des crédits. Si vous avez validé ces crédits, vous passez, vous les capitalisez, et ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas vous installer à demeure dans une... vous ne pouvez pas vous installer à demeure en L, ou bien en M, ou bien en D. Vous devez capitaliser un certain nombre de crédits pour valider le L, valider un certain nombre de crédits pour le M, ensuite un certain nombre de crédits pour le D. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'années bien définies pour valider ces crédits? Par exemple, pour le L. Ah non, non, si vous êtes brillant, si vous êtes brillant, vous voyez, hein, si vous êtes brillant, vous pouvez... ça ressemble un peu au système du... un peu seulement, à toutes choses étant égales par ailleurs, au système du V. Si vous êtes brillant et que vous pouvez avaler beaucoup de crédits en même temps, ben, vous les avalez et puis vous passez. Combien d'années faut-il pour passer d'une année à l'autre, je veux dire du L au M ou au D? Est-ce que après 2 ans, 3 ans, est-ce qu'un étudiant a le droit de passer 3 ans Normalement, le L, c'est la règle de 3 plus 5, la règle de 3 plus 5, oui, 3 plus 5 plus 8. Voilà, c'est-à-dire 3, 5, 8. La licence, normalement, 3 ans. Le M, 5 ans. Et puis, le D, 8 ans. Voilà. Monsieur le ministre, vos réformes ont pris également en compte la réadmission dans les cités universitaires, également les réadmissions au niveau de la bourse universitaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir quels sont les critères qui ont prévalu aux réadmissions dans les résidences universitaires? Je crois savoir que ce sont les mêmes critères qui étaient en vigueur, puisque ces critères n'ont pas évolué, n'ayant pas pris de texte, en tout cas en ce qui nous concerne, pour modifier ceux qui n'existaient pas, hein, les textes qui existaient. Donc ce sont les mêmes critères, c'est-à-dire des critères d'ordre académique. Il faut que les étudiants soient méritants, hein, au plan académique. Il faut également que les étudiants soient de conditions telles que l'assistant de l'État soit pour eux, j'allais dire, indispensable pour leur permettre de continuer leurs études. Donc, ce sont les mêmes critères qui existaient, hein, qui sont dans le texte actuellement applicable. Voilà. On peut avoir l'assurance aujourd'hui qu'il n'y aura que des étudiants en cité. Oui, bien évidemment. Je ne veux pas croire cette rumeur selon laquelle ce sont des varabons et des FRC qui ont été admis. Donc ce sont les mêmes critères, hein, ce sont les mêmes critères qui prévalaient par le passé, c'est-à-dire qu'il faut être étudiant, il faut réussir ses examens, il faut ne pas redoubler, il faut également certainement être dans certaines disciplines parce que toutes les disciplines ne sont pas logées à la même enseigne. Les disciplines scientifiques sont priorisées. Il faut être d'un certain âge
Parce que si vous avez 35 ans, ce n'est pas, je crois, le meilleur âge hein, pour pouvoir bénéficier de la bourse. Voilà. Et puis, il faut aussi certainement que les parents ne soient pas milliardaires, parce que si les parents sont milliardaires, peut-être qu'il serait mieux que ce soit plutôt eux qui donnent la bourse, que ce soit à vous qu'on donne la bourse. Justement, à propos de la bourse, il semblerait que désormais les bourses devraient se percevoir à la fin de l'année. J'allais dire, quelle en est la nécessité si on devait percevoir ces moyens pour se soutenir au niveau des études à la fin de l'année? Les bourses doivent être perçues à la fin de l'année. Oui. Bon. Là aussi, je confesse que c'est une colle. Parce que cela relève... Non, je suis sérieux. Cela relève vraiment des pouvoirs donc, du directeur des bourses, mais également du directeur du CROU. Mais je crois savoir quand même que les bourses étaient perçues globalement, hein, qu'on faisait un versement unique. Mais à quelle période? À quelle période? À la fin de l'année. Est-ce que c'est à la fin de l'année? Est-ce que c'est en début d'année? Si c'est ça votre question, c'est pourquoi je vous dis que c'est une colle. Mais nous, en tout cas, nous travaillons, concernant les bourses, nous travaillons sur un projet qui est celui donc de la bancarisation du paiement des bourses. C'est-à-dire, nous voulons sortir totalement donc, de cet archaïsme qui consiste à payer les bourses, les étudiants alignés au pied d'un mur comme des conscrits. Non, nous voulons pouvoir remettre des cartes prépayées, des cartes bancaires prépayées rechargeables aux étudiants qui vont intégrer donc le montant de leur bourse et qu'ils pourront utiliser eux-mêmes de façon responsable, mois après mois. Peut-être que c'est là aussi une manière pour eux, ce sera aussi une manière pour eux d'apprendre à gérer. Voilà donc vers quoi nous allons. Payer les bourses en début d'année ou bien en fin d'année, en une seule fois, ne fait pas partie donc de nos projets. Bon, certainement, ça, ce sont les résidus du passé que nous sommes en train de traîner. Vous avez moins de 3 minutes avant qu'on passe au téléphone. Il y a des questions quand même prioritaires que je voudrais poser rapidement, Monsieur le ministre. Vous avez procédé, en tout cas sous votre gouvernance, à un relèvement des droits d'inscription qui sont passés carrément du simple, j'allais dire au quintuple, c'est-à-dire de 6 000 francs à 30 000 francs CFA. Si je ne m'abuse, Monsieur le ministre, avez-vous pensé aux enfants des pauvres en le faisant? Et j'allais dire, quelle chance l'État de Côte d'Ivoire réserve à ces derniers? Bon, c'est vrai que c'est une question qui fâche et en tous les cas qui a fâché. Mais nous sommes partis d'un véritable malentendu, ou sur un malentendu. Je voudrais, pour rappel, dire aux téléspectateurs, aux Ivoiriens, aux Ivoiriens, que la question du relèvement des droits d'inscription dans nos universités ne doit pas être perçue comme un drame. Il ne faut pas dramatiser. Déjà, en 2009, lorsque j'avais été entrepris par des étudiants et des enseignants sur cette question, qui étaient venus me demander de faire en sorte que le droit d'inscription puisse être relevé, je leur avais dit que cela relevait de la compétence exclusive des conseils d'université, conformément au décret qui organise les universités. Mais ce faisant, j'avais quand même mis en place une commission qui était dirigée par Feu Tapé Gozé, l'ex-directeur de l'ENS, pour regarder la question avec suffisamment de lucidité, suffisamment de froideur. Au terme donc des travaux de la commission que le président, le professeur Tapé Gozé dirigeait, il était ressorti que le droit d'inscription pouvait être relevé à hauteur de 50 000 francs. À hauteur de 50 000 francs. Et ces 50 000 francs, tenez-vous bien, avaient été annoncés par le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, qui était devenu par la suite Premier ministre. Son interview est là pour l'attester dans Fraternité Matin.
dans laquelle il dit qu'il était normal que les droits d'inscription soient relevés et que 50 000 francs n'étaient pas cher payés. Alors, écoutez, j'ai reçu un ambassadeur il n'y a pas très longtemps qui m'a fait une réflexion très simple. C'est l'évidence, hein? Tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Les droits d'inscription à 6 000 francs, ben écoutez, ça donnait ce que ça donnait. C'est-à-dire la sédentarisation à l'université, le manque de soins, des équipements, chacun pouvait faire exactement ce qu'il voulait parce que ça n'appartenait à personne. Bien. Donc, les droits d'inscription ont été relevés non pas en réalité par le ministre ou bien par le gouvernement, mais par les conseils d'université qui ont décidé de les relever à hauteur de 100 000 francs sur la base de calculs qui ont été faits. Je ne suis pas certain quand même que ces professeurs, ces éminents professeurs auraient pu aller tout simplement dans un coin de rue s'asseoir et puis faire quelques petits trucs pour se dire, bon, ben, écoutez, si on fait 100 000 francs, ça peut aller. Non, ils se sont assis, ils ont fait des calculs, ils sont arrivés à la conclusion que 100 000 francs, c'était le niveau plancher. Mais compte tenu donc des troubles à l'ordre public que cela a suscité, le gouvernement a dû prendre sur lui la décision de ramener ces droits à 30 000 francs pour cette année en tous les cas. Est-ce que nous ne devions pas laisser le droit d'inscription à 6 000 francs? Bon, écoutez, parce que vous dites-vous, il y a beaucoup de personnes indigentes. De personnes indigentes. Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, l'enseignement supérieur a un prix. Et puis, ce n'est pas obligé que tout le monde soit dans l'enseignement supérieur. Alors, nous allons prendre quelques questions avec Gabriel au studio A. Alors pour cette deuxième vague de questions, les appelants, la plupart des étudiants, ont continué à poser des questions sur la réhabilitation des universités. Alors parce que selon eux, si les appareils ne sont pas disponibles, il ne peut y avoir d'application de la réforme LMD en cours dans les universités. Donc nous avons pu recenser 5 préoccupations. Chérif, Florence et Marcel, ils appellent de Yopougon, de Cocody et de Rivira. Ils soulignent qu'il n'y a pas d'équipement dans les laboratoires en faculté de médecine, tels que le lecteur optique, les microscopes. Avant la réhabilitation, ils affirment que ces appareils existaient, mais depuis aujourd'hui, il n'y a plus ces outils de travail dans les laboratoires. Donc la demande a été faite au gouvernement et jusqu'à présent, pas de réponse, pas de réaction du gouvernement. Monsieur Lanfo Smaël, il appelle de Yopougon, il veut savoir ce qui a été fait pour améliorer les conditions d'apprentissage en amphithéâtre, vu le nombre pléthorique des étudiants. Donc, ce qui a été fait pour améliorer les conditions d'apprentissage en amphithéâtre, vu que le nombre des étudiants est de plus en plus croissant. Alors, monsieur Zaki Pierre, il appelle de Boaké. Il dit que sur les 7 amphithéâtres de l'université de Boaké, seulement 2 sont fonctionnels et que les TD, les salles de TD, donc les salles de travaux dirigés, ne sont pas opérationnelles. Donc, le ministre doit lui donner une réponse par rapport à cette préoccupation. Le 4e appelant, c'est M. Onzoué Kwasi. Il appelle de la Rivera. Il est étudiant en faculté de linguistique. Il dit qu'il n'y a plus de cours depuis le mois d'avril, donc depuis la Pâques, il n'y a plus de cours à l'université, à la fac de linguistique. Donc, il veut comprendre pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de cours en faculté de linguistique. Le 5e appelant est M. Kofi Wilfried, il appelle d'Adjamé. Il veut savoir si l'équipement informatique a été donné à l'Institut de géographie pour l'application du système LMD. Car, selon lui, il n'arrive pas à faire la cartographie. Donc, dans la faculté de géographie, il n'y a pas d'appareil permettant aux étudiants de pratiquer
une matière assez importante, c'est de faire la cartographie. Donc, il veut que le ministre donne des réponses par rapport à sa préoccupation. Donc, voilà, Victorien. Alors, monsieur le ministre, vous constatez que les étudiants en général, ils reviennent sur la question de la réhabilitation et de l'équipement. Alors, on peut peut-être commencer par le dernier intervenant. Je voudrais donc profiter de la question du dernier intervenant pour dire que les équipements qui ont été acquis par l'État ont été identifiés, sélectionnés avec le concours des enseignants UFR par UFR. C'est-à-dire que dans chaque UFR, les responsables, les enseignants ont indiqué quels sont les équipements qu'ils utilisent, quels sont les équipements qu'ils souhaitent avoir. Donc, en géographie, je suppose que les enseignants de cette UFR ont indiqué les équipements qu'il faudrait pour que les étudiants puissent faire leur cartographie. Et les équipements ont mis du temps, c'est vrai, pour être livrés. Les équipements ont mis environ 3 mois, peut-être même plus, au port d'Abidjan. Juste parce que tout simplement, il fallait qu'on règle le problème des droits de douane. Les procédures étant ce qu'elles sont, et ne pouvant pas faire autrement que de nous y soumettre, nous avons donc dû prendre notre mal en patience. Aujourd'hui, la situation est décantée. Tous les équipements sont stockés actuellement sur la place de l'ancienne gare Soutra, sont en train d'être déployés. Et je crois savoir que tous les équipements ont commencé à aller dans les différents campus. À Alassane Ouattara, c'est parti, ou ça devrait partir pour les derniers équipements. Nangui Abrogoa, en tout cas, est parti. Donc les équipements sont en train d'être déployés pour ceux qui ne l'ont pas encore et ceux qui ne l'avaient pas été déjà. Donc très bientôt, la jeune dame, ou en tout cas l'étudiante qui a parlé de manque de lecteurs optiques à fac de médecine, donc très bientôt, je voudrais lui dire que très bientôt, que cette situation sera donc réglée. Alors, des salles pas opérationnelles à Bouaké, des salles de TD. Des salles de TD pas opérationnelles à Bouaké, mais ce n'est pas l'élément que vous venez de présenter, dans lequel le directeur de la décentralisation des universités, Nguessa Kwame vient d'indiquer. Nguessa Kwame vient d'indiquer dans l'élément que vous avez projeté que les 2 campus de l'université Alassane Ouattara ont été réhabilités, et j'entends par réhabilité que les amphis, que les salles ont été réhabilitées. C'est vrai qu'à l'université Alassane Ouattara, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci concernant 2 amphis, sinon 3. Ce souci est que 2 ou 3 amphis avaient été attribués, les travaux de réhabilitation de 2 ou 3 amphis avaient été attribués à une entreprise avant donc, le démarrage des travaux de réhabilitation dont nous parlons. Le contrat de cette entreprise n'ayant pas été résilié, ne pouvant pas l'être, l'entreprise SIMDCI chargée de faire la réhabilitation dont nous parlons ne s'est pas occupée de ces amphis, à raison. Bon, malheureusement, l'entreprise adjudicataire donc, de travaux de ces 2 entreprises, de ces 2 ou 3 amphis, n'a pas encore réussi à achever donc, ces travaux. Il va donc certainement falloir que nous voyons au niveau des marchés publics
dans quelles conditions on pourrait donc faire en sorte que ces travaux prennent fin. D'accord, monsieur le ministre, on va passer au troisième chapitre. Troisième chapitre. Oui, le temps presse. Pour l'ensemble des acteurs, les attentes ont pour nom, entre autres, l'amélioration de l'existant, l'accroissement des capacités d'accueil et le relèvement du niveau de compétitivité d'une grande école comme l'INPHB. Léon Brou. Nous sommes actuellement soumis à un véritable problème d'amphi. Parce que quand on vient comme ça, surtout que nous tous, nous faisions tout au même moment, ça crée un véritable problème. Le gros besoin, c'était le problème d'amphi, de toilettes, de restauration et de bus. Pour le système LMD, les étudiants se forment eux-mêmes en partie. Je ne sais plus si c'est 30 ou 40% du travail qui est fait par les étudiants eux-mêmes. Mais pour le faire, ils ont besoin de centres de documentation. Donc il faut que les autorités travaillent rapidement pour que ces centres de documentation soient disponibles. Nous avons des problèmes de salles pour faire les cours. Pour un département comme le nôtre, nous avons 3500 étudiants. Nous n'avons qu'une seule salle pour nos TD. Et nous avons l'amphi Léon Robert une fois par semaine pour faire nos CM. Donc ça fait qu'à ce jour-là, nous n'avons pas encore achevé notre premier semestre. Renforcement des capacités des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire en matière d'accueil, d'équipement, d'encadrement. Bref, les attentes des acteurs du système universitaire sont grandes. Grandes sont également les perspectives envisagées par le gouvernement. La redynamisation de la recherche scientifique avec le retour des grandes structures de recherche internationales, notamment françaises, allemandes, la redéfinition de la carte universitaire avec la construction de nouvelles universités, celle de Mans, celle de Bondoukou, celle de San Pedro, plus la ville universitaire qui devrait se situer peut-être à Adiaké et donc qui permettront de déconcentrer, de décentraliser, de décongestionner nos universités, mais surtout de rapprocher l'université de la population et de permettre le développement économique des régions. Reste seulement que ces projets soient réalisés et les universités de Côte d'Ivoire seront aux normes internationales. Mais à quand? Sylvie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Sylvie. Alors, je répète la question de Léon Brou. À quand les travaux? À quand les travaux? Quels travaux? Pour les nouveaux projets. Vous avez des projets et vous avez entendu tout à l'heure les étudiants et les enseignants s'exprimer. Oui. La capacité d'accueil aujourd'hui de C'est l'université est dépassée. C'est vrai. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? C'est vrai. Surtout que rien n'a été construit. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que les travaux de réhabilitation auxquels nous avons procédé n'ont pas eu pour objectif immédiat ou en tout cas premier d'accroître la capacité donc, des universités. Il s'agissait, votre élément l'a dit, de restaurer leur capacité, même si par endroits nous avons réussi à ajouter quelques places à certains amphis ou à certaines salles. Mais ce problème de surpopulation, pour nous, doit trouver sa solution dans deux directions. Bien sûr, la première direction, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est la création de nouvelles universités. Le président de la République l'a annoncé, à savoir que la Côte d'Ivoire doit se doter de 5 universités sous son mandat de 5 ans. Nous avons transformé les URES de Korogo et de Daloa en universités de plein exercice, les universités Pelé-Ferrogon et Jean-Louis Guédé, qui partent de capacités initiales d'environ 1500-2000 chacune et qui vont aller progressivement. Il va rester donc 3 universités. La première des 3 universités dont nous allons démarrer les travaux, c'est celle de Mans. Le président a donné donc un délai, un deadline. Nous ferons en tout cas tout ce qui est humainement possible. Nous ferons de notre mieux pour tenir ce délai. Et vous démarrez les travaux quand, monsieur le ministre? Disons que les travaux ont démarré puisque nous avons identifié le terrain. C'est un terrain de 332 hectares. Une commission avait été mise en place, commission dite de
commission préfectorale de purge des droits coutumiers qui a fini de faire ses travaux et qui a donc indiqué qu'il faudra qu'on paye 806 millions environ de droits coutumiers. Nous sommes à la phase donc du choix d'un architecte, c'est-à-dire d'un concours d'architecture, pour identifier un architecte lequel va donc faire un plan de masse, ensuite dessiner donc cette université. Bien. Donc lorsqu'on parle d'accroissement, c'est à cela d'abord qu'on pense. Après, bien sûr, nous avons Bondoukou et puis enfin San Pedro. Mansour quand, puisque le chef de l'État en fait une priorité. Le chef de l'État nous a indiqué de façon formelle septembre 2014. Nous travaillons donc dans la perspective de l'ouverture de l'université de Mans en septembre 2014. Et quelle sera la capacité d'accueil de cette université? Capacité initiale 2000 étudiants. Nous voulons aller progressivement, c'est-à-dire nous voulons construire ces universités de façon modulaire, par programme, un ensemble donc, de bâtiments, que ce soit bâtiments administratifs, amphi, salle de cours, salle d'études et ainsi de suite, et puis progressivement. Mais pour le moment, au démarrage, c'est le ministère qui va s'en occuper, mais par la suite, ce seront les autorités des universités qui vont être créées, qui vont prendre la main. Donc voilà la première direction dans laquelle on regarde. Ouais. Mais la deuxième direction, que les moyens sont réunis pour la construction de cette université. Les moyens sont réunis. Vous êtes encore à l'étape de recherche de financement? Oui, nous sommes pour le moment à l'étape de recherche de financement, mais nous sommes sur de très bonnes pistes. Nous avons différents groupes internationaux qui ont une expérience avérée, qui ont une surface financière également reconnue, qui sont représentés dans notre pays ici, dont c'est le métier, donc de faire des universités clés en main. Et donc, l'un de ces groupes, certainement, nous allons recevoir l'un de ces groupes dans les prochains jours pour voir de façon concrète comment est-ce que nous pourrons nouer un partenariat. Monsieur le ministre, les droits de plus seulement, vous l'avez dit, pour cette université s'élèvent à plus de 800 millions. Est-ce que ce montant ne pourrait pas servir à construire quelques salles de classe dans les universités déjà existantes? Il y a encore de l'espace à Cocody. Il faut faire un choix. Ou bien on veut construire une université nouvelle sur un site qui nous a été donné, auquel cas il faut faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire purger les droits de ceux qui sont propriétaires donc, en même temps, les problèmes des étudiants sont pressants, vous les avez entendus et à chaque fois, vous les voyez, vous remontent les informations. Plutôt que on a encore 2014, c'est encore dans un an. Et il y a de la place à Cocody. On peut construire quelques salles de classe. 2014, c'est déjà hier. 2014, c'est déjà hier. Pour construire une université, c'est déjà hier. Pour la petite histoire, quelqu'un a lancé un défi à mon collaborateur qui s'occupe de ce dossier en lui disant que s'il réussissait à construire cette université dans le délai qui nous a été imparti, lui, il lui donnerait 10 millions. Voilà. Ça veut donc dire que 2014, c'était déjà hier. Donc, il ne faut pas penser que nous avons du temps. Nous n'avons absolument... Le temps n'est pas notre meilleur allié pour je voulais juste dire que vous êtes en train de chercher un espace. Pourtant, il y a de l'espace dans les autres universités. Nous sommes pris par le temps. On va aller très vite. Non, nous ne cherchons pas d'espace. Nous ne cherchons pas d'espace. Ce que nous faisons à Mans, ce que nous allons faire à Bondoukou, ce que nous allons faire à San Pedro, s'inscrit dans une stratégie, bien sûr, correspond à la réalisation d'un engagement formel pris par le président de la République lors de son élection, mais également s'inscrit dans une stratégie globale, parce que nous voulons faire en sorte tout simplement de disposer d'une nouvelle carte ou d'une carte universitaire dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y ait des universités
Rapprocher les universités des populations. Et cette carte prend-elle en compte l'existant? Ben, bien sûr, cette carte prend... Quelle sera la nature de ces universités-là? Ben, ce sont des universités, disons, thématiques. Thématiques, entre guillemets, disons ça comme ça, thématiques entre guillemets, parce que les universités vont être généralistes au démarrage, mais nous allons mettre l'accent sur quand même des spécificités. Par exemple, à Mans, l'université devra se spécialiser ou sera spécialisée dans tout ce qui est mine, géologie, énergie, tout comme à Peloforogon, l'université Peloforogon, bien qu'elle fera tout, mais elle devra se spécialiser dans tout ce qui est agropastoral, génie rural et ainsi de suite. À Daloa, c'est la même chose. Donc, il y a une base générale, mais avec un noyau de spécialisation. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons passer à la question de l'INPHB. C'est un institut qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de cette école? Oui, j'affirme que je suis redevenu fier de cette école. Vous êtes redevenu fier? Fier de cette école. Je suis redevenu fier de cette école, je le dis haut et fort, parce que cette école, comme tout notre dispositif d'enseignement supérieur de recherche scientifique, vient de très 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 loin. Il n'y a pas longtemps, cette école n'était que l'ombre d'elle-même. Il n'y a pas longtemps, cette école, par endroits, donnait un air apocalyptique, un air de fin de monde. C'est-à-dire, tout était sens dessous, dessus. On avait l'impression que cette école avait été abandonnée, tout simplement abandonnée, par tout le monde. Et aujourd'hui, l'école renaît. L'école renaît dans tous les sens du terme, l'école renaît. Les enseignants sont à nouveau fiers d'être enseignants de l'INPHB. Les étudiants commencent à retrouver la fierté d'être des étudiants de l'INPHB. Parce que tout simplement, à la tête de l'école, il y a un leadership qui s'affiche, qui s'affirme. Il y a un management qui s'exerce. Je voudrais donc dire que je suis fier à nouveau de l'INPHB. Et je ne suis pas seul à le dire. C'est tout le gouvernement qui le dit. Hein, c'est l'ensemble du gouvernement qui dit sa fierté. Des membres du gouvernement viennent dire, ben écoutez, ben, qu'est-ce qui se passe à l'INPHB? J'ai dit, il ne se passe rien. Et se passe tout ça, à part tout simplement que l'école est désormais gérée. Alors pourtant, l'école a cessé de rayonner sur la sous-région. L'école a repris son rayonnement. Vous allez le voir très 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 bientôt. Très bientôt, c'est quand? Mais c'est très bientôt, dans les mois à venir, peut-être même dans les semaines à venir, parce que l'école a commencé déjà à nouer des partenariats, à renouer les partenariats qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'avoir. Ce sont de nouveaux partenaires qui arrivent, c'est plusieurs nationalités qui se bousculent aux portes de l'école, ce sont des partenaires financiers qui arrivent de toutes parts. Figurez-vous que c'est cette école qui, dans le cadre donc du CDD, va bénéficier de la part du Lyon. Hein. Qui est ce nouveau manager? Il est quand même à féliciter. Oui, il est à féliciter. On veut le savoir. Il est à féliciter. Oui. Qui est ce nouveau manager? Oui. C'est un Ivoirien. Oui. C'est un Ivoirien. Oui. Où était-il? Il était ici. Il est même dans votre... Il est sur votre plateau ici. Monsieur le ministre, nous avons appris que c'est l'ancien directeur de l'NCA. Voilà. C'est cela? C'est cela. Ben voilà, je crois qu'on peut comprendre. Oui, vous avez dit l'école va reprendre son rayonnement. Si. Mais l'école attend aussi beaucoup de vous, notamment au niveau des infrastructures, au niveau des conditions de travail. Toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour améliorer le travail des étudiants et des enseignants. Je vais vous dire que quand le management s'exerce de façon efficace, les responsables de l'école n'ont besoin de l'autorité de tutelle que pour des questions d'ordre administratif. Quand l'école est gérée, quand l'université est gérée comme il faut, le ministre n'intervient que pour des questions d'ordre administratif.
le ministre ne va pas découper les oignons, les tomates avec le président de l'université. Le ministre cherche les financements. Mais le directeur de l'école est là pour ça. C'est son travail, chercher l'argent pour financer son école. Et le rôle du ministre dans ce cas, c'est lequel? Ben, le reste, c'est la politique générale donc, que l'école doit tracer les grandes voies. Alors, dernière question sur l'INPH. Vous rassurez les parents d'élèves qui n'auront plus rien à débourser pour inscrire leurs enfants dans cette école. L'entrée s'est faite par concours, on le sait, mais on a dit aussi que l'entrée se monnayait quelquefois. Je puis vous dire, la main sur le cœur, je puis vous dire la main sur le cœur, et peut-être ailleurs, que la direction qui est actuellement en place... Si le ministre, vous allez conclure en même temps. Ne me paraît pas être une direction complaisante qui va s'accommoder donc de ce genre de pratique. Je voudrais donc, Victoria, et à travers vous, à tous vos confrères qui vous ont assisté et à l'ensemble des téléspectateurs, dire ma fierté d'avoir été donc votre invité de ce soir. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur des questions qui m'ont été posées. Elles n'étaient pas faciles, surtout parce que le contexte dans lequel nous sommes n'est pas facile. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'impatience. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens veulent tout ici et maintenant, et ils ont raison, mais qu'ils sachent que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que je suis, loin d'être violent, est passionné, très passionné, engagé, déterminé, et jusqu'à l'entêtement, fera tout ce qui est en son possible pour que notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sorte définitivement de l'ornière pour pouvoir être au rendez-vous de la réalisation de l'ambition du président Alassane Ouattara, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Merci mille fois, merci à vous. En tout cas, merci Monsieur le ministre d'être passé nous voir. Merci chers confrères. J'annonce aux téléspectateurs que notre prochain invité dans 15 jours, ce sera le ministre de l'Agriculture. Bonsoir chez vous.